Bonjour, dans cette troisième vidéo consacrée au cœur, nous allons nous intéresser à l'activité électrique. La dernière fois, nous nous étions intéressés à la contraction des cardiomyocytes et au cycle mécanique du cœur. Et nous avions vu que la pression au niveau de l'aorte allait varier, c'était l'exemple que nous avions pris, de 120 mm de mercure à 80 mm de mercure. La pression de 120 mm de mercure, c'est ce qu'on appelle la pression systolique. Et la pression de 80 mm de mercure, c'est ce qu'on appelle la pression diastolique. C'est la pression que mesure votre médecin lorsqu'il vous prend ce qu'on appelle entre guillemets la tension. Et il va vous donner les deux chiffres. Lui, il va les donner en centimètres de mercure, donc il va dire que vous avez 12,8. Donc cette pression nous permet de suivre en fait l'activité mécanique du cœur. Mais pour que cette activité mécanique se fasse de manière convenable, il faut qu'il y ait une stimulation électrique qui se fasse de bonne manière. Donc aujourd'hui, c'est ce que nous allons étudier, la stimulation électrique. Donc en réalité, il faut bien comprendre que l'on va d'abord avoir une stimulation électrique qui va engendrer une entrée de calcium dans nos cardiomyocytes, et cette entrée de calcium permettra de voir ce qu'on avait vu la dernière fois, la contraction des cardiomyocytes. Donc aujourd'hui, nous allons nous consacrer uniquement à l'activation électrique. Alors pour comprendre cette activité électrique cardiaque, eh bien, on va représenter le cœur sous cette forme-ci, avec au niveau de l'oreillette droite, eh bien, on va trouver une zone particulière qu'on appelle le nœud sinusal, et à cet endroit-ci, entre les oreillettes et les ventricules, on va avoir une autre zone qu'on appelle le nœud auriculo-ventriculaire. Il se trouve que ces nœuds possèdent des cellules qui sont très particulières, on appelle ça des cellules nodales. Alors les cellules nodales, c'est quoi? Eh bien, ce sont des cellules qui s'auto-activent. Donc, il va y avoir une auto-activation. Une auto-activation, on va appeler ça ici en biologie des cellules pacemaker. Ces cellules pacemaker vont donc spontanément s'activer. Alors, le nœud sinusal va initier au final au niveau du cœur la stimulation électrique. C'est de là que part l'autostimulation cardiaque. Et il faut absolument que les deux oreillettes soient stimulées en même temps, puis plus tard, que ce soit les deux ventricules qui soient stimulés. Donc pour ce faire, pour pas qu'il y ait une propagation qui se fasse dans tout le cœur en même temps, il y a au niveau de notre cœur une zone, un tissu fibreux qui va être isolant, qui va empêcher l'information de circuler directement des oreillettes au ventricule. Maintenant, il faut aussi que lorsque notre nœud sinusal s'auto-active électriquement, eh bien, il va falloir que la stimulation diffuse partout dans les oreillettes. Pour ça, on observe qu'on a une conduction qui est très très rapide au niveau des oreillettes de 1 mètre par seconde. On a compris que donc l'ensemble des oreillettes vont s'activer en même temps, et donc cette stimulation électrique des deux oreillettes va entraîner plus tard la systole. Ensuite, on a compris aussi que notre signal électrique va être bloqué ici au niveau de l'anneau fibreux. Il va être bloqué, mais il va falloir pouvoir le transférer quand même au niveau du ventricule. Et c'est là qu'intervient le nœud auriculo-ventriculaire. Ce nœud auriculo-ventriculaire reçoit à T0 la même information qui a été envoyée partout dans l'oreillette. Il va donc recevoir cette information et conserver cette information quelque temps en lui. En fait, il a un temps de conduction qui est très faible, 5 cm par seconde. Comparé au mètre par seconde de tout à l'heure, vous constatez que c'est une vitesse qui est beaucoup plus faible en termes de conduction. Donc en fait, l'information va arriver au niveau de ce nœud auriculo-ventriculaire et va y rester quelque temps, avant d'être transférée de l'autre côté à T plus 1 au niveau des ventricules. Et dès que l'information est transférée au niveau des ventricules, alors là ça va très vite, puisque la conduction au niveau des ventricules, c'est de 5 mètres par seconde. Et donc là, ça veut dire que
l'information est diffusée très très rapidement dans tous les ventricules. Donc les ventricules vont s'activer électriquement, ce qui pourra engendrer plus tard une activation mécanique. Donc je le redis, en 1, on va avoir donc une stimulation des oreillettes, et plus tard, donc le 1 correspond à T0, et à T plus 1, on va avoir en 2 une stimulation des ventricules. Là, c'est la stimulation électrique qui déclenchera plus tard les systoles bien séparées des oreillettes, puis des ventricules. Donc pour suivre l'activité électrique du cœur, on utilise ce qu'on appelle l'ECG, l'électrocardiogramme. Il va suivre uniquement l'activité électrique du cœur. Pour capter les informations électriques du cœur, on utilise des électrodes qu'on va placer au niveau des membres, membre supérieur, membre inférieur. Chaque électrode va fournir une vue du cœur. Ensuite, si on compare les électrodes 2 à 2, on va obtenir 3 autres vues du cœur. Donc on a en tout 6 vues du cœur grâce à 3 électrodes. Si on rajoute maintenant des électrodes thoraciques supplémentaires, donc 6 électrodes thoraciques, on va obtenir à nouveau 6 vues par électrode, et si on les compare 2 à 2, on va obtenir 12 vues au total. Ce qui fait que notre médecin va avoir à sa disposition 18 vues de l'activité électrique de notre cœur. 18 vues qui ressemblent à ce genre de tracé-là, avec tout le temps une première bosse qu'on appelle ici l'onde P, un complexe fait de 3 pics qu'on appelle le complexe QRS, et puis une autre bosse qu'on appelle l'onde T. Chacune de ces ondes complexes a une signification que l'on va voir par la suite. En tout cas, chaque cycle cardiaque électrique est constitué de ces 3 éléments, onde P, complexe QRS, onde T, qui correspondent tous les 3 à des événements électriques au niveau du cœur. Alors on a compris que notre activité électrique devait se propager très rapidement au niveau du cœur, d'abord au niveau des oreillettes, puis du ventricule. Pour ce faire, il y a ce que l'on appelle des gap junctions, c'est-à-dire qu'on a des protéines qui sont communes entre 2 cellules, donc une cellule 1 ici en haut, une cellule 2 ici en bas, avec ce groupement de protéines ici. Et on voit qu'au centre de ce groupement, il y a un trou qui va permettre à des ions de passer, notamment à des ions sodium de passer. C'est-à-dire au final à un message électrique de passer. Et ce message il va passer directement d'une cellule à une autre, sans qu'il y ait besoin d'autres éléments de transfert d'informations. Donc ça va très 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 vite. C'est le rôle de ces gap junctions. Et pour que ça aille vite, pour que l'information soit transférée très rapidement d'une sinusale à l'ensemble des oreillettes, oreillette droite et oreillette gauche, ou alors d'une auriculoventriculaire, ou encore appelée septale, mais nous retiendrons-nous le nom auriculoventriculaire. Donc, pour que l'information soit transférée rapidement de ce nœud au ventricule droit et gauche, eh bien, on va avoir des réseaux de fibres, des fibres nerveuses intrinsèques, qui vont relier les deux nœuds entre eux, le sinusal et puis le nœud septal, qui vont relier aussi l'oreillette droite à l'oreillette gauche, et qui vont relier le nœud auriculoventriculaire à l'ensemble des ventricules. Et donc on va donner un nom particulier à une partie de ce réseau, c'est celle qui relie justement le nœud auriculoventriculaire au reste du ventricule, on va parler du faisceau de His. Donc les gap junctions plus ça permet l'information dès qu'elle est enclenchée au niveau du nœud sinusal ici, de diffuser rapidement au niveau de l'ensemble des oreillettes. Et dès que l'information sort du nœud septal, de diffuser très rapidement dans l'ensemble des ventricules. Donc ici, tout est fait pour que ça aille vite. Le nœud sinusal s'allume, les oreillettes sont activées, le nœud auriculoventriculaire est activé, et plus tard, avec un délai de latence, eh bien, nos ventricules qui vont être activés. On retrouve cela dans le temps. Donc ici, en vert, là, on est au niveau
des oreillettes. On est en bleu ici au niveau du nœud auriculo-ventriculaire, et puis toute cette partie basse, on est au niveau des ventricules. Donc avant la partie bleue, c'est-à-dire avant cette partie-ci, au niveau de mon tracé de CG que vous reconnaissez avec l'onde P dans cette zone, le complexe QRS, l'onde T, eh bien on s'aperçoit que tout ce qui est avant la partie orangée, donc avant la partie bleue, excusez-moi, eh bien se trouvait être une activité électrique de l'oreillette. Donc l'onde P, ça correspond à l'activation de l'oreillette. Maintenant, si je continue à analyser mes tracés, en jaune, bleu, rouge et marron, eh bien ça va concerner le ventricule. Donc c'est-à-dire que tout ce complexe-là, QRS ici, ça va correspondre en fait à l'activation non plus de l'oreillette, mais du ventricule. Et l'onde T ici, cette partie-là, ça correspond au final au retour au repos électrique de notre ventricule, que l'on va appeler la repolarisation. Repolarisation du ventricule. Alors vous allez me dire, il manque le retour au repos électrique de l'oreillette. Il se trouve là, dans le complexe URS, mais du point de vue électrique, en fait, on ne le voit pas parce que l'activité électrique des ventricules dans le complexe QRS est tellement forte que ça va masquer la modification électrique liée au retour au niveau 0, on va dire, de notre oreillette. Bilan, l'onde P représente la dépolarisation des oreillettes, le complexe QRS représente la dépolarisation des ventricules, mais aussi la repolarisation des oreillettes, et l'onde T représente la repolarisation des ventricules. Voici défini un cycle électrique cardiaque. P, QRS, T, avec ses significations ici. Alors cela nous amène à parler de l'automatisme cardiaque et de la régulation. Alors très rapidement, parce qu'on a des vidéos entières qui sont concernées à cette régulation cardiovasculaire. En deux mots, on a vu qu'il y avait des nœuds dans notre problématique d'activation électrique. On a vu qu'il y avait un nœud initiateur, le nœud sinusal, qui va s'auto-activer et qui va imposer au reste du cœur sa rythmicité. Donc toute l'histoire est de comprendre qu'est-ce qui se passe au niveau de ces nœuds, pourquoi ces nœuds sont-ils pacemakers. Alors pour ça, on va prendre une cellule au repos, et on va lui planter une électrode dedans. On va relier un oscilloscope, on va avoir une électrode de référence au niveau de cet oscilloscope qui va rester à l'extérieur de la cellule. Ça va nous permettre de comparer les charges entre l'intérieur d'une cellule et l'extérieur d'une cellule. On s'aperçoit qu'une cellule au repos est plutôt chargée négativement à l'intérieur et positivement à l'extérieur. On lit par exemple sur l'oscilloscope moins 70 millivolts et puis ça ne bouge pas. Ça veut dire que le flux ionique est équilibré, on a autant d'ions à rentrer qu'à sortir. Maintenant, quand on fait la même chose sur les cellules nodales, les cellules des nœuds, maintenant, si on fait la même chose sur une cellule nodale, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence de potentiel fixe. Mais on va avoir une légère augmentation, et puis quand on va atteindre un certain seuil, on va s'apercevoir que ça va augmenter rapidement. Puis, ça va rebaisser, augmenter doucement, on atteint le seuil, ça augmente rapidement. Puis, ça va rebaisser, etc. Lorsqu'on atteint le seuil, en fait, ce qui se passe, c'est qu'on a une ouverture de protéines qui vont permettre de très grands échanges de sodium, et donc on va modifier considérablement la différence de charge entre l'intérieur et l'extérieur par rapport au repos. Et ça, c'est quelque chose qui se fait naturellement sans même qu'on ait besoin d'activer nos cellules nodales. Donc, c'est ce qu'on appelle des cellules pacemakers qui s'auto-activent électriquement. On a constaté que le nœud sinusal avait une auto-activation de 120 événements par minute, bien loin de nos 60 battements par minute au repos.
Donc il faudra qu'on fasse entrer pour la régulation cardiaque différents nerfs, des nerfs inhibiteurs et accélérateurs, et puis des hormones. Tout ça, vous pourrez le voir au niveau de vidéos sur la régulation cardiovasculaire. La prochaine vidéo, en fait, on va la consacrer au vaisseau et au gaz du sang. À très bientôt.